Salut à tous! Avant de lancer la vidéo, je tenais à vous expliquer ce qui m'a poussé à faire cette série de 13 épisodes que j'ai intitulé Jamais seul, en référence au livre de Marc-André Sellos. Depuis que je m'intéresse à l'agroforesterie, tout me ramène systématiquement à la microbiologie, ce truc dont on parle toujours mais qu'on ne voit jamais. Donc pour le rendre plus visible, j'ai décidé de m'attaquer au sujet, même si je vous avoue que ça n'a pas toujours été très simple à comprendre. Donc j'espère que vous apprécierez cette série et que vous serez indulgents, car j'ai mis le meilleur de moi-même durant une bonne année bien chargée. Pour ceux que ça intéresse et qui veulent me soutenir, j'expliquerai à la fin de cette vidéo en toute transparence comment vous pouvez m'aider à poursuivre ce genre de vidéo, car je vous avoue que mes moyens commencent à sérieusement me limiter. Bonne vidéo à vous et à bientôt! Bonjour, je m'appelle Marc-André Sellos, donc je suis professeur au Muséum national d'histoire naturelle à Paris et à l'université de Gdansk en Pologne ainsi qu'à celle de Kunming en Chine. Et en fait, moi je m'intéresse aux relations qui unissent les racines des plantes et des champignons du sol, qu'on appelle les mycorhizes. Mon parcours, c'est que j'ai enfant été passionné par les champignons, mais par les parties reproductrices des champignons que j'aimais bien récolter, identifier. J'ai très tôt été membre de la Société mycologique de France, j'avais une douzaine d'années. Et petit à petit, en essayant de comprendre ces champignons, je me suis trouvé précipité dans le monde microbien, parce qu'au jour le jour, les champignons, c'est des réseaux de filaments microscopiques, ce qu'on appelle le mycélium, qui de temps à autre font pousser la partie visible à l'œil nu qui n'est que l'organe reproducteur. Et donc en essayant de comprendre les champignons et en rentrant dans leur vie végétative, je suis devenu microbiologiste, et en particulier microbiologiste des sols. Et plus particulièrement, les champignons qui m'intéressent aujourd'hui, c'est ceux qui interagissent avec les racines des plantes, leur ramènent des sels minéraux en échange de sucre que la plante donne à ces champignons et qui leur permettent de pousser. Alors en fait, les microbes sont, j'allais dire, consubstantiels à la vie sur Terre. D'abord, la vie elle a commencé par des formes plutôt petites, qui étaient microbiennes, bien avant qu'il y ait des formes macroscopiques, comme celles qui nous environnent et que nous pouvons voir. Et justement, comme nous on est gros, on ne voit pas la persistance massive des organismes microscopiques qui sont l'essentiel du vivant. Donc les microbes, c'est aujourd'hui l'essentiel du vivant et ça a été un jour ancien tout le vivant. Et ils sont extraordinairement diversifiés puisqu'on a près de 4 milliards d'années d'évolution derrière ces organismes. Ils vivent de façon très très diverse et ils structurent le monde qui nous entoure. Par exemple, l'oxygène qui nous entoure, ce que nous respirons, c'est le produit de la photosynthèse qui a été inventé par des organismes microbiens à une époque où il n'y avait pas d'oxygène sur Terre. De la même façon, et toujours en pensant à cette photosynthèse, les micro-organismes qui ont inventé la photosynthèse ont pompé du carbone et ont retiré du carbone sous forme de CO2 dans l'atmosphère. Ils ont contribué à des refroidissements. Il y a eu plusieurs glaciations au Précambrien, dont certaines sont clairement liées à des activités microbiennes beaucoup plus qu'à des activités de gros organismes qui n'existaient pas à l'époque. Donc il y a toute cette perspective, et puis il y a aussi une autre perspective qui est intéressante, c'est de voir que aujourd'hui les organismes ils jouent avec le minéral. C'est-à-dire qu'ils sont capables de détruire et d'aider à l'altération des roches, mais ils sont aussi capables de recristalliser ou de faire certaines roches. Aujourd'hui, beaucoup de carbonates sont d'origine biologique. Beaucoup de calcaires sont d'origine biologique.
Donc ils ont complètement remanié le cycle des roches. Et puis, également, ils sont capables de produire des gaz à effet de serre. Et il y a des choses que font certaines bactéries qui produisent du méthane, hein, dans les grandes profondeurs du globe, qui est de temps à autre de provoquer des coups de chaud sur Terre. Parce que ce méthane, il remonte, il se retrouve piégé au fond des océans sous forme d'hydrate de méthane, parce que quand il arrive dans les fonds de l'océan, ben, il se trouve à forte pression et à basse température. Et puis si, à un moment ou à un autre, ces hydrates de méthane sont déstabilisés, soit parce que le niveau des océans baisse et qu'il y a des dépressions, soit parce que l'océan se réchauffe, et bien à ce moment-là, on libère brutalement du méthane. Il y a eu plusieurs fois des événements chauds comme ça, qui ont été des changements climatiques assez violents, qui ont occasionné de très très grands renouvellements de la diversité vivante sur Terre. Et ces coups de chaud, comme on les appelle, sont clairement des choses qui sont organisées par la lente accumulation de méthane produit par des organismes souterrains. Et ils ont été très tôt repérés par les paléontologues, parce qu'en fait, il y a par exemple un événement, un maximum thermique du Paléocène, qui est un moment où on voit apparaître tous les groupes d'herbivores actuels, et en fait, les paléontologues avaient remarqué qu'il y avait de grands changements, et c'est qu'un petit peu plus tard qu'on s'est aperçu que c'était une déstabilisation du climat qui avait été organisée finalement par le méthane. Donc on est vraiment dans un monde qui est peuplé de microbes et construit par eux. Une dernière chose qu'il faudrait signaler, c'est que tout l'azote qui est dans le vivant est venu à un moment ou à un autre de l'exploitation de l'azote atmosphérique par des microbes. Des microbes, des bactéries essentiellement fixateurs d'azote, qui sont capables de transformer l'azote atmosphérique en acide aminé, et quand ils se décomposent, bah, ensuite, à leur mort, ils donnent du nitrate, de l'ammoniac, qui peuvent servir à d'autres organismes à se développer. Mais il faut réaliser que là encore, c'est des microbes qui injectent l'azote dans les cycles vivants de la matière. Donc, on est dans un monde qui a été dessiné par les microbes. On parlait de climat, on parlait des cycles de la matière. On a du mal à le réaliser parce qu'on est trop gros, en fait, pour faire de la biologie. Nous, on est trop gros pour concevoir ce que sont les microbes. Alors effectivement, les organismes pluricellulaires dérivent tous d'ancêtres unicellulaires qui, petit à petit, au cours de la révolution, se sont agglomérés en groupes. L'une des raisons de faire un groupe, par exemple, c'est qu'on est plus gros à avaler, donc on peut résister à d'autres unicellulaires comme les amibes qui vivent en avalant des plus petits unicellulaires qu'eux. En faisant des groupes, on est moins valable. En faisant des groupes, si jamais il y a des virus, bah, ceux du milieu, ils survivent. C'est un peu la stratégie des pingouins avec le froid. C'est de faire des groupes où, quand il y a des agressions externes, ceux du cœur survivent. Donc, ça c'est quelque chose d'intéressant parce que ce que ça veut dire, c'est que quelque part on a un héritage de microbes en nous, et cet héritage de microbes, bizarrement, on le retrouve au moment du cancer, où une cellule se met brutalement à vivre sa vie, c'est-à-dire à claquer la porte du groupe et à se reproduire dans son coin. Nous sommes des sociétés cellulaires. Non seulement nous sommes issus de microbes qui ont appris à vivre en groupe, mais en plus, quand on est devenu gros, on est devenu des habitats à microbes. Et ça, c'est tout ce qu'on appelle les microbiotes aujourd'hui, cette idée qu'on est habité par diversité microbienne qui non seulement profite de nous au sens où nous sommes le gîte et le couvert de ces organismes, mais en plus nous profite, parce qu'au cours de leur évolution, tout ce qui a amené à améliorer leur gîte et leur garde-manger a été sélectionné, y compris des traits qu'ils ont et qui protègent des maladies, ou qui émettent des molécules régulatrices, dans le cas de l'homme, du système immunitaire ou du fonctionnement du système nerveux. Bref, nous, gros organismes, animaux, plantes, nous avons un autre lien aux microbes, outre notre lien ancestral. C'est ce lien actuel d'héberger des microbes, ce qu'on appelle le microbiote, qui nous aide à vivre, à résister aux maladies, à bien fonctionner physiologiquement. Et donc, quelque part, le fait que nous sommes dans un monde microbien, c'est vrai en nous aussi. Alors, le monde microbien, il a aussi joué dans le développement des civilisations et dans l'émergence des cultures humaines d'une façon assez amusante parce qu'elle rappelle les fonctions microbiennes de notre microbiote biologique. Au cours de notre évolution d'être pluricellulaire et macroscopique, nous avons commencé sur la peau et dans le tube digestif d'abriter des microbes qui ont plusieurs rôles. Ils nous protègent
en occupant le terrain et en émettant des antibiotiques de l'arrivée de maladies. Dans le tube digestif, ils nous aident à digérer et ils synthétisent des vitamines, donc ils ont un rôle nutritif. Au cours de l'évolution de nos civilisations, nous avons recruté des microbes, notamment dans nos aliments fermentés. Et ce qui est assez amusant, c'est que les fonctions pour lesquelles on les a recrutés rappellent beaucoup les fonctions pour lesquelles notre évolution biologique avait recruté les microbes de notre microbiote. Les raisons pour lesquelles, empiriquement et sans connaître les microbes, on a inventé les aliments fermentés sont du même ordre. Effectivement, pourquoi on fermente les aliments? Et en fait, comment on a mis en place l'alimentation néolithique? Eh bien, c'est précisément grâce à ces mêmes fonctions. Je m'explique. Les aliments agricoles, au début, ils n'étaient pas forcément très comestibles. Les plantes, par exemple, avec des molécules de défense. Je pense au glucosinolate du chou sauvage. C'est quelque chose qui est assez toxique et qui, de toute façon, n'est pas très bon. Et au début, pour manger le chou, on a fait de la choucroute. Parce qu'on a des leuconostocs et des lactobacilles qui se développent dans la choucroute, qui vont détruire ces molécules toxiques. Les céréales contiennent des phytates, qui sont des molécules qui provoquent une déminéralisation des organismes qui les mangent. Donc on a fait de la pâte à pain et on l'a laissé fermenter avec des levains qui contiennent, bon, certes des levures, mais aussi des lactobacilles qui détoxifient ces phytates. Donc historiquement, on avait des aliments qui n'étaient pas forcément comestibles pour l'homme, parce que c'était des plantes qui avaient des substances de défense, voire même parce qu'on n'était pas fait pour en manger. Les premiers consommateurs de lait avaient ce gros problème à boire le lait, parce qu'il contenait du lactose et que normalement, après le sevrage, on ne digère plus le lactose. Donc c'est très fortement indigeste, ça provoque des diarrhées. Ben, ils ont fait des fromages. Voilà. On a des preuves archéologiques avec des pots à faisselle, des poteries qui clairement servaient, après l'élimination du petit lait, à fermenter les aliments et à détruire le lactose par voie microbienne. Donc, détoxification. On retrouve la détoxification. Ensuite, quand on est agriculteur, on a des stocks. Et ces stocks, ils posent deux problèmes. Le premier, c'est qu'ils s'oxydent et donc les vitamines disparaissent. Ah oui, mais si les aliments sont fermentés, il y a des vitamines dans les microbes. Donc un aliment fermenté est une source de vitamines. Vitamine B du yaourt, vitamine C de la choucroute. Donc on retrouve le rôle qui permet de fabriquer des vitamines même dans la saison où on n'a plus d'aliments frais. Ça aide à digérer aussi parce qu'on voit très bien qu'un fromage qui évolue, une choucroute, c'est quelque chose de déjà où il y a une attaque des molécules, donc il y a une sorte de prédigestion. Et puis surtout, ça protège des microbes indésirables. Parce que les microbes fermentaires qui occupent le terrain vont en fait éliminer ou réduire la probabilité d'installation de microbes qui seraient pathogènes. Alors ils le font directement, on pense à certains, au pénicillium par exemple sur les fromages, qui sont des gros producteurs d'antibiotiques, pas que de la pénicilline d'ailleurs. Donc déjà il y a des effets de protection par des productions de substances. L'acidification par fermentation est aussi quelque chose qui est antimicrobien. Donc en acidifiant une choucroute, par exemple, les microbes de la choucroute la rendent moins colonisable par des opportunistes. Dans les produits fermentaires qui exercent une certaine toxicité, on a aussi l'alcool, qui est un produit fermentaire qui va éliminer l'installation des microbes indésirables également. Et c'est à ça que Pasteur pense quand il dit que le vin est la plus hygiénique des boissons. C'est que c'est plus sain que de l'eau collectée au voisinage de l'habitation et qui au XIXe siècle est susceptible d'être contaminée par des contaminations fécales. Voilà. C'est à ça qu'il pense. Donc on a effectivement un rôle de protection contre les microbes indésirables et on retrouve ces grandes fonctions qui sont celles aussi du microbiote en évolution biologique, aide à la digestion, vitamines, détoxification des toxines et protection contre les microbes indésirables. En fait, on a fait du biomimétisme avant même de savoir ce que c'était que le biomimétisme, et on l'a fait avec des microbes avant même de savoir ce que c'était que des microbes. On a réinventé par nos gestes alimentaires, notamment lors de l'émergence au néolithique d'une alimentation agricole, on a fait appel aux microbes sans les connaître pour les mêmes rôles que ceux qu'ils remplissaient déjà dans notre tube digestif. Alors en ce sens, effectivement, on peut dire que les microbiotes qui peuplent les aliments fermentés sont notre microbiote culturel et sont une extension de notre microbiote biologique. Il y a la poêle, la pointe de cochon, et là, il y a la coupe, et là, la viande est apparente. Bien comprendre une chose,
là, c'est une forme d'exploration. Alors, la microbiologie, pour moi déjà, j'y suis rentré donc à partir des champignons, puisque moi j'étais passionné de champignons et que petit à petit, en essayant de comprendre comment ils marchaient au jour le jour, j'ai découvert qu'il n'y avait pas que la partie qu'on voyait, mais aussi tout un mycélium qui lui est microscopique. Et donc moi dans ma vie, j'ai été projeté dans le sol par la compréhension des champignons, mais j'ai aussi été projeté dans le monde microbien par la compréhension des champignons. Et après, il a fallu que j'envisage intellectuellement et dans ma recherche les bactéries, les microbes qu'il pouvait y avoir autour. Donc pour moi, ça a été un cheminement, mais ce qui est assez amusant, c'est que ce cheminement, j'ai l'impression, et je ne pense pas juste que ce soit personnel, ça a été aussi un cheminement collectif en même temps. C'est-à-dire qu'on est parti d'un monde où on savait qu'il y a beaucoup de microbes, où on ne savait pas bien lesquels, et où ils étaient plutôt de mauvaise compagnie, et encore on ne savait pas exactement ce qu'ils faisaient. Pour arriver à un point où aujourd'hui on voit que vraiment c'est saturé de microbes. Maintenant d'abord on sait les identifier grâce à l'ADN. Ensuite on a commencé à faire des études fonctionnelles et on a vu exploser les microbiotes humains, la compréhension des microbes fermentaires dans l'alimentation, la microbiologie des sols, la microbiologie des eaux. On a vu exploser le nombre d'équipes qui faisaient ça, puisqu'il y avait des outils maintenant pour étudier par le biais de l'ADN qui sont ces microbes, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs activités potentielles. Et on arrive aujourd'hui dans un monde où il y a beaucoup plus de recherches sur les microbes et une vision des microbes beaucoup plus nuancée. Ils ne sont pas simplement pathogènes, ils ont aussi des rôles d'appui du fonctionnement des grands organismes, dans les grands cycles de la matière. Tout ça pour dire qu'effectivement, j'ai l'impression qu'on a vécu une vraie révolution, un vrai regain d'intérêt, un vrai regain de recherche. Est-ce que ça a gagné la société? Moi, quand je vois que l'ANSES continue à vouloir augmenter l'âge en dessous duquel on ne peut pas consommer de fromage au lait cru, alors qu'on sait très bien que consommer des fromages au lait cru, ça diminue les risques de dermatite atopique, d'allergie, d'asthme, de rhinite ou d'otite chronique, je pense qu'on est toujours dans la recherche d'un nivellement de quelques épisodes dangereux, maladifs, les contaminations par des listeria ou des salmonelles, appelons les choses par leur nom, et au nom de ça, on écrabouille complètement toute la diversité microbienne, y compris ceux qui sont utiles. Et donc je pense que dans la réglementation, dans la société, on n'a pas encore pris conscience du fait qu'on vit dans un monde de microbes, qu'évidemment il faut se méfier de certains. CF par exemple, le fait que beaucoup de gens regardent les vaccins d'un air dubitatif, alors que c'est une façon d'être prémuni contre les mauvais, de pouvoir aller vers les bons, et c'est-à-dire de pouvoir les accueillir, de vivre dans des conditions d'hygiène moins strictes, de manger des fermentations plus sauvages, on va dire, voilà. Alors, à la fois, on n'a pas compris exactement comment se méfier de certains microbes, et en même temps, on n'a pas compris comment, par contre, il fallait se montrer accueillant, comment il fallait utiliser d'autres microbes. Là, tu as l'exemple, finalement, des moisissures, tu peux les retrouver sur même les milieux sélectifs et très riches, comme c'est les milieux très pauvres. On les retrouve partout. Alors, tu vois que tu ne peux pas résoudre un problème comme ça en une semaine ou en 2 jours. Le monde moderne, tu veux tuer tout de suite celui que tu crois être responsable de ta maladie. Mais tu peux créer d'autres maladies.
Alors, est-ce que je me suis senti seul? Jamais seul, c'est le titre du premier livre de vulgarisation que j'ai écrit en 2017. Et dans la postface, Francis Allais dit que quand même il n'est pas content avec le titre parce que finalement, un prisonnier crasseux, pas lavé, dans un cachot très sale, il n'est pas seul parce qu'il y a plein de microbes, mais il est seul parce qu'il n'y a pas d'homme autour et que la solitude, c'est quand même en définitive surtout une question humaine, une question de relations humaines. Alors, distinguons les choses. Moi, je sais que je ne suis jamais seul, je vois très bien, moi je les vois, enfin je les imagine en tout cas, les bactéries que j'ai sur la peau, qu'il y a sur la caméra, même sur l'objectif. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, l'objectif est bien lavé, mais il y en a quand même. Je sens ces milliers de spores de champignons par mètre cube d'air. Quand j'inspire, moi je la vois, je l'imagine, la présence microbienne. Donc moi je ne suis effectivement jamais seul biologiquement. La solitude n'existe pas plus qu'existe l'autonomie d'ailleurs. Hein. Tous les organismes sont dépendants d'autres organismes. C'est marrant parce qu'on refuse aux virus souvent d'être vivants en disant « Ah oui, non, ils ne sont pas autonomes ». Moi je ne suis pas autonome, hein. Je suis parasite de cellules photosynthétiques. Et je les tue quand je les mange, ou quand je mange un animal qui les a mangés. Moi aussi j'ai besoin des cellules d'autres organismes pour vivre. Donc on n'est jamais seul parce qu'on n'est pas autonome en fait. La dépendance, alors qui s'exprime à des degrés divers, à l'inverse des virus qui habitent les cellules dont ils sont dépendants et qui recrutent beaucoup de fonctions, moi je n'habite pas les cellules dont je suis dépendant, mais j'y recrute quand même aussi beaucoup de fonctions. Je parlais de la photosynthèse par exemple. Mais on pourrait parler aussi des animaux qui font de la vitamine, je ne sais pas moi, des oméga 3 ou de la vitamine D, E, K. Bon, donc au total, je ne suis pas seul, et on n'est jamais seul, on est dans des chaînes trophiques, on est dans des réseaux trophiques complexes, d'ailleurs on sera mangé un jour ou l'autre, on sera décomposé, ou même si on est brûlé, nos cendres seront utilisées. Donc il n'y a pas de solitude possible, le vivant c'est la compagnie, même la mauvaise compagnie, la compagnie des maladies. Maintenant, la question se décline, pour être plus sérieux et revenir au sens du fait d'être accompagné ou seul, au sens social, sociétal, la question c'est de savoir est-ce que je me sens accompagné. Alors oui, ces dernières années j'ai rencontré des tas de gens, des médecins, des viticulteurs, des agriculteurs, des philosophes aussi, qui partagent une certaine vision du vivant et la nécessité à la fois de reconnecter nature et société, de comprendre ces compagnies, l'utilité qu'a cette compagnie, la façon dont on peut éventuellement faire de la biodiversité un outil pour vivre, faire des microbes et des microbiotes des outils pour la santé. Ça, j'ai rencontré des gens, je me sens pas seul. Non, là où je sens que ça traîne le plus les pieds, même s'il y a quelques exceptions, c'est au niveau du politique national. Là, je sens les choses de travers. Je les sens de travers par rapport, par exemple, à la politique qu'on a par rapport au fromage au lait cru. C'est un exemple. Hein. Bon. Mais aussi, je le sens mal par rapport à la politique qu'on a agricole, qui revient à favoriser des solutions technologiques. Même la politique énergétique, qui prime le technologique sur le vivant. Et notamment toutes les énergies renouvelables. Bon, moi ce que je pense, c'est que le pire moment de solitude que j'ai par rapport aux sphères décisionnelles, c'est sur l'éducation. L'éducation de nos jeunes qui n'ont absolument pas de science et surtout pas d'éducation au vivant en primaire, il n'y a pas d'objectif dans les programmes, et d'ailleurs les enseignants, les professeurs des écoles du primaire qui font un travail remarquable, c'est des gens de valeur, mais ils ne sont pas formés, ils n'ont pas de formation qui leur permette de s'approprier un discours et un enseignement à partir du vivant. Ils ne sont pas aidés à le faire parce qu'il n'y a pas de formation continue. Ça, il n'y a rien dans les programmes. Donc voilà. Et le drame, c'est que le recrutement continue sans que dans le recrutement et la formation, qui pourtant relève de maquettes que valide le ministère de l'Éducation, sans que, disais-je, la formation des nouveaux ne change non plus de ce point de vue. Et puis ensuite, nos gamins qui n'ont rien eu au primaire, ils ont 1 heure et demie de SVT, de sciences de la vie et de la Terre au collège et au début du lycée, jusqu'en seconde, c'est pas beaucoup, hein. Alors que c'est fondamental, lire, écrire, compter, oui, mais compter quoi, lire quoi, écrire quoi? C'est à ça que ça s'applique, c'est à des objets comme le vivant, ou comme les sciences humaines ou les sciences économiques. Parce que le fondamental, c'est
cet enseignement des sciences du vivant et de la terre, cet enseignement des sciences de la santé, de l'environnement, de ce que nous sommes, de notre lien au milieu. Alors là, je suis seul, et puis alors je me sens aussi seul par rapport à ce que ça devient en première, en terminale, où c'est optionnel. Et en plus, c'est optionnel avec 2 options en terminale, ce qui veut dire que quand on veut devenir agronome, vétérinaire, médecin, ben, on prend maths physique puisque c'est matière de sélection. En fait, on est en train de refaire les mêmes générations que celles qui ont foiré leur lien à l'environnement et au milieu, et on ne se motive toujours pas pour avoir une autre formation qui non seulement parle plus du vivant, donc plus des sciences du vivant, mais aussi saisit le vivant par les autres disciplines, se sert des maths, du français, des disciplines artistiques pour saisir le vivant dans ses réalités numériques, sensorielles, descriptives. Bon, ça, là, j'ai un grand sentiment de solitude. Je pense qu'aujourd'hui, les cris d'alerte que lancent les scientifiques ne sont pas repris par les politiques et que ce n'est pas prêt de s'améliorer puisqu'on forme les nouvelles générations pareil. Dès le début, elles sont dessaisies de leur lien au vivant. D'ailleurs, ce lien au vivant, il manque à tous. Je pense qu'il y a des vrais outils, des vrais trésors qui dorment dans les sciences du vivant ou dans toutes les approches possibles et imaginables, y compris artistiques, littéraires, sociologiques du vivant. D'ailleurs, c'est des gens comme Descola ou Latour qui nous ont appris qu'il fallait nous reconnecter à la nature, hein, avant que les biologistes n'amènent leur touche de comment on le fait. Il y a des trésors qui dorment et il faut les réveiller, mais c'est ça la quête. Et dans cette quête-là, et même si je ne suis pas strictement seul, il y a un grand sentiment de solitude par rapport à une société qui n'est pas prête à entendre ça et n'est pas prête à réaliser ce qu'elle pourrait gagner à l'entendre. Bah non, il y a des choses effectivement qui sont faites pour les enfants. Bah ici par exemple au muséum on a des expositions qui sont conçues familiales, mais familiales tendance enfant. Et il y a aussi des gens qui font des BD ou des livres pour les plus petits en leur expliquant des choses. J'ai un collègue, Eric Baptiste, qui a fait des chouettes livres pour les 7-10 ans pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'un microbe. Et il y a des gens qui font ces efforts-là, mais une fois de plus, il n'y a pas assez de parents, il n'y a pas assez d'enseignants pour reprendre cette balle au bond. Merci à ceux qui sont restés, m'écouter pleurer un peu sur mon sort. J'espère que ce premier épisode vous a plu, et si vous êtes là, c'est que j'imagine que oui. Je sais que c'est difficile pour tout le monde aujourd'hui, mais là je commence à avoir un peu du mal à avancer. Cette série de 13 reportages m'a coûté environ 4 000 € que j'ai financé tout seul en travaillant en saison. Cet argent m'a servi à payer les frais de déplacement, à savoir l'usure de la voiture, donc l'entretien, les réparations et le carburant, car j'ai fait beaucoup de déplacements à travers toute la France pour m'adapter aux emplois du temps des interviewés. Cet argent m'a aussi servi à me payer de la nourriture quand j'avais besoin de manger, à l'hébergement aussi quand je ne peux pas dormir dans ma voiture ou que quelqu'un m'ouvre sa porte, et pour finir, le matériel éventuel pour améliorer l'image et le son. Rien de révolutionnaire en soi chez un youtubeur. Je ne gagne pas d'argent avec YouTube car ce n'est pas mon objectif. J'ai juste envie d'approfondir certains sujets qui me sont chers et de les partager avec vous. Jusqu'ici, j'ai mené ce projet tout seul, bénévolement, avec l'aide de certains proches, de ma famille, des amis. Et je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, je suis un petit peu à court pour continuer. J'ai réalisé à ce jour la quasi-totalité des interviews, en tout 13 sur 14. Ça, ce sera le dernier épisode un peu surprise. Il me reste des images à faire sur le terrain, des différents lieux, toujours à travers toute la France. Et je vous avoue que ça prend quand même pas mal d'énergie, ce projet-là. J'ai aussi besoin un peu de repos, parce que c'est très prenant. Et c'est difficile surtout de jongler entre travail saisonnier
et opportunités de tournage. Donc en bref, si vous voulez me soutenir, eh ben, ça m'encouragerait. Ça m'aiderait surtout à maintenir le rythme de la réalisation. Pour ce qui est du soutien, il n'y a aucune obligation. Ça peut très bien être un petit peu d'argent pour remplir le gasoil dans la voiture ou dormir chez vous un soir si je tourne pas trop loin ou partager un repas ensemble. J'estime que l'argent ne fait pas tout, bien heureusement d'ailleurs, et donc je reste ouvert à toute forme de générosité. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Si vous avez envie de me soutenir financièrement pour commencer, eh ben, j'ai mis une cagnotte en ligne. Le lien est dans la description de la vidéo. Je vous souhaite également une très belle année 2024 et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Salut!